Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. Chapitre 4. L'amour liquide. Vous avez géré le choc interne, l'état de sidération, ainsi que la rage désordonnée sont passés. Maintenant, il est temps de zoomer en arrière. Votre crise est un drame très personnel, mais pas seulement. C'est aussi le symptôme d'une époque. Pour comprendre pourquoi votre couple a vacillé, vous devez comprendre les mythes sur lesquels il s'est construit et le monde dans lequel il tente aujourd'hui de survivre. Premièrement, déconstruire les mythes fondateurs. Nous avons hérité d'idées sur le couple qui sont aussi belles que toxiques. Elles placent la barre à un niveau intenable. L'infidélité est souvent le premier signe que ces mythes s'effondrent. D'abord, le mythe de l'amour romantique, ce que l'on peut appeler la passion éternelle. On nous vend l'idée que l'amour, le vrai, est un état de passion perpétuelle. C'est le coup de foudre, l'excitation des débuts, un feu qui doit brûler sans jamais faiblir. Ce concept est largement diffusé au travers de la culture populaire, avec les Disney en tête de gondole. Les séries, les comédies romantiques vont également largement diffuser cette idée. L'amour véritable est une passion qui ne s'arrête jamais. La réalité, la passion est le déclencheur du couple. Il n'est pas son carburant principal. Le carburant, c'est l'engagement, la complicité, l'attachement. Vouloir vivre ne serait-ce que 4 ans sur l'adrénaline des 6 premiers mois, c'est s'épuiser. Certaines études montrent que si nous étions constamment dans l'adrénaline de la passion des premiers temps, on ne survivrait simplement pas. Lorsque les éléments sont réunis, la passion des débuts enclenche un cycle intense qui peut durer entre 2 et 3 ans. L'infidélité est souvent la quête désespérée de retrouver cette étincelle initiale, en oubliant que le vrai travail est en réalité d'entretenir la braise. Le mythe de la fusion, c'est-à-dire, si on doit résumer, nous ne faisons qu'un. Tu es mon autre moitié. Je ne suis rien sans toi. Cette idée de la fusion ou de « je » doivent s'effacer pour créer un « nous » parfait est un piège. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe Platon a proposé une explication poétique à ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le mythe de l'autre moitié. À l'origine, les humains étaient des créatures doubles, sphériques, possédant 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Notre puissance nous a rendus arrogants, au point de vouloir défier les dieux. Pour nous punir et nous affaiblir, Zeus a décidé de nous couper en 2. Depuis ce jour, chaque être humain n'est que la moitié d'un tout originel. Selon ce mythe, l'amour, Eros, est né de cette séparation. Ce n'est rien d'autre que la quête désespérée de notre autre moitié exacte. C'est un désir profond de nous ressouder à elle, de fusionner pour ne redevenir qu'un seul être. Le philosophe Henri-Frédéric Amiel a énoncé une citation parfaite pour illustrer ce mythe avec ironie. Le bonheur en ménage, c'est de ne faire qu'un. Mais lequel ? La réalité, la fusion étouffe. Elle va tuer le désir qui a besoin d'espace et de l'autre pour exister. Si vous ne faites qu'un, qui désirez-vous ? L'infidélité peut être une tentative maladroite et destructrice de respirer, de redevenir un je face à un nous totalitaire qui a tout absorbé. Le mythe de la fidélité comme pilier unique. Dans le modèle traditionnel, le couple est un temple. Si le pilier central de la fidélité sexuelle s'effondre, est-ce que tout le bâtiment doit être rasé ? La réalité,
Et si la fidélité n'était qu'un des piliers, qu'en est-il du pilier de la loyauté? Être solidaire, se défendre, le défendre. Du pilier du partenariat, élever des enfants, gérer un foyer. Du pilier de la complicité, l'histoire partagée. Du pilier de la tendresse et de l'attention à l'autre. Votre crise vous montre qu'un pilier majeur est brisé, certes, mais la question n'est pas « faut-il tout raser ?», mais « est-ce que les autres piliers sont encore assez solides pour soutenir une reconstruction ?» Historiquement, l'union conjugale était avant tout une affaire religieuse et une stratégie de transmission du patrimoine. L'exigence de fidélité remplissait une fonction légale. Elle garantissait au père la certitude de sa paternité, condition pour que les enfants soient ses héritiers légitimes. Cette contrainte était tempérée par une faible espérance de vie. L'engagement à vie ne dépassait rarement une quinzaine d'années. Aujourd'hui, l'espérance de vie transforme cet engagement en un marathon de plusieurs décennies. Le contexte, la société liquide à l'ère du jetable. Nous vivons dans ce que le sociologue Zygmunt Bauman appelle la société liquide. Tout est fluide, temporaire, flexible, et nos relations n'y échappent pas. Le message ambiant est « ton bonheur personnel d'abord ». Nous sommes devenus des consommateurs de relations. Nous swipons sur les gens comme sur un catalogue. Nous appliquons une logique de satisfaction garantie ou remboursée à nos partenaires. Si le produit, le couple, présente un défaut, on ne cherche plus à le réparer, on le jette. Le couple n'est plus un refuge, c'est une vitrine. Via les réseaux sociaux, il est devenu un marqueur de réussite sociale. Il faut être un couple performant, être un amant parfait, ce qui génère de l'anxiété, bien entendu. Paraître heureux sur Instagram, avoir des projets et être efficace financièrement. L'autre n'est plus seulement un partenaire de cœur, il est un partenaire de performance. Si l'un des deux se révèle moins performant, l'autre doit-il le sacrifier ? Nous sommes accros à la nouveauté. Le high du début d'une relation est valorisé plus que la profondeur d'un engagement sur 10 ans. L'infidélité est l'expression ultime de cette consommation. Elle permet de goûter à la nouveauté, l'amant, la maîtresse, tout en gardant le confort de l'acquis, le foyer. Ma femme n'est pas seulement un individu qui a failli, elle est aussi, mais comme moi, comme nous tous, un produit de cette culture qui pousse à l'insatisfaction chronique.